Bonjour et bienvenue. Le débat 90 minutes info, ça commence juste après le flash avec Mathieu Rio aujourd'hui. Après le procès en première instance du meurtre d'Alisha, le parquet de Pontoise vient d'annoncer qu'il allait faire appel de la décision. 2 adolescents de 16 ans ont été condamnés à 10 ans de prison pour meurtre sur mineur de 15 ans et non pas pour assassinat. Après 4 jours à huis clos, le tribunal avait décidé de requalifier les faits sans retenir le caractère prémédité. En 2021, Alisha, 14 ans, est morte noyée. Elle avait été battue avant d'être jetée dans la Seine. À peine entamée, la campagne de déclaration d'impôt sur les revenus de 2021 est suspendue. En cause, des erreurs de pré-remplissage sur le site en ligne. Certains revenus pré-remplis étaient surévalués. C'est le cas notamment pour les professeurs. Après de nombreux signalements, la Direction générale des finances publiques a annoncé la suspension des déclarations, au moins jusqu'à ce week-end. L'Olympique de Marseille s'est imposé hier soir 2-1 contre le PAOK Salonique en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, avec notamment ce but spectaculaire signé Dimitri Payet. De son côté en Ligue Europa, l'Olympique lyonnais a décroché le nul 1-1 contre West Ham à Londres. Mathieu qu'on retrouvera dans un quart d'heure. Vous voulez parler foot pour commencer? Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour William Non, T. bonjour. Non, mais moi, c'est moi avec la dommage. saison du PSG, c'est un peu compliqué. Donc, Une fois n'est pas coutume. Allez, bon, on va quand même parler politique, parce que les choses sérieuses commencent dans Il paraît. 48 heures. Les Français qui sont appelés à se rendre aux urnes, avec beaucoup d'incertitudes, on va le voir dans le détail. Mais quand même, puisqu'on a encore pendant quelques heures l'occasion de le faire, j'aimerais vous soumettre ce tout dernier sondage, baromètre OpinionWays, mené pour CNews, où on voit quand même qu'en haut du tableau, eh bien, le jeu est en train de se resserrer, lentement mais sûrement, entre 3 candidats, 25, 22, 17. C'est pas un mouchoir de poche à proprement parler, mais néanmoins, on voit bien qu'il y en a 3 qui font la course en tête et puis les autres derrière crédités, par exemple Valérie Pécresse, Éric Zemmour, de 9%. Voilà, dans la deuxième partie du tableau, 3 candidats sont crédités de 3% d'intention de vote. Anne Hidalgo toujours à 2%, Philippe Poutou 1% et Nathalie Arthaud qui complète le tableau et qui perd un point et qui n'aurait plus, en tout cas, d'intention de vote au point d'atteindre 1%. Alors, Benjamin Morel, tout cela nous apprend que le suspense devrait normalement rester entier jusqu'au bout. Oui, mais c'est sans compter les Français interrogés qui disent on n'a pas encore tout à fait arrêté notre choix, ça peut se passer dans l'isoloir, c'est-à-dire que beaucoup disent les indécis vont nous faire cette élection, en tout cas le premier tour. il y a 2 grands facteurs d'incertitude. Le premier incertitude, c'est celui de l'abstention. On a vu au régional et au départemental qu'on avait du mal à apprécier aujourd'hui l'abstention et qu'on a un électorat qui est potentiellement abstentionniste, notamment chez certains candidats. Et donc à partir de là, ça peut faire varier un certain nombre de niveaux de score au bout du compte le soir du premier tour. Le deuxième élément, vous l'avez donné, c'est l'incertitude. On a aujourd'hui un électorat qui est pas forcément plus incertain que les dernières fois, mais qui est plus incertain jusqu'au bout. On a une fluidité électorale qui, en réalité, jusqu'à l'isoloir, semble très clairement ici s'inscrire dans le comportement des électeurs. C'est lié à la fois à une offre politique qui est moins connue, moins comprise, avec des candidats qui ont un déficit de notoriété par rapport à leurs prédécesseurs, nonobstant quelques-uns qui étaient déjà présents sur la ligne de départ en 2017. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez des effets de vote utile. Il faut voir que l'électeur incertain, c'est un électeur qui enrichit des dynamiques, qui en règle générale se rallie potentiellement à une candidature en dynamique et abandonne une candidature qui le serait un petit peu moins. Donc c'est un vrai facteur pour le coup d'incertitude parce que évidemment si ces incertains viennent enrichir des dynamiques, eh bien ça peut créer du mouvement parmi les candidats. Donc l'électeur incertain, c'est un électeur qui est d'une certaine manière influençable, on va dire. Oui, c'est Il n'y a influençable. pas de pensée propre ou peut-être de doxa ou de philosophie politique très arrêtée, quoi. Non, mais il y a une nouvelle donnée qu'on a vue, notamment avec l'émergence de la crise en Ukraine, c'est qu'habituellement, les électeurs indécis sont plutôt ceux qui votent, c'est plutôt des électeurs populaires ou intermédiaires qui votent plutôt pour les partis extrêmes et qui se décident dans les derniers moments. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans les derniers instants, vous avez Mélenchon qui monte ou les partis extrêmes qui montent dans les dernières semaines. La nouveauté cette fois-ci pour 2022, c'est qu'en fait, les électeurs indécis sont aussi les électeurs des modérés des partis de gouvernement
qui sont indécis, notamment avec la crise en Ukraine, qui conduit à une dépolitisation d'une partie de cet électorat-là. Et notamment, en fait, si vous prenez un sondage entre janvier et maintenant, vous voyez que les différents partis de gouvernement, d'Anne Hidalgo, Jadot, Macron et Pécresse, se sont réduits, notamment par rapport au bloc Mélenchon, Zemmour et Le Pen. Ça, c'est le premier élément. Mais quand vous regardez l'affiche électorale, ce qu'on voit aussi, c'est que le rapport de force est quasiment le même qu'en 2017. En fait, vous avez Macron qui est à peu près au même niveau, Le Pen qui est à peu près au même niveau, Mélenchon qui est pas loin, et Zemmour et Pécresse se partagent le vote de François Fillon. Donc en fait, vous avez le même équilibre, tout ça au bout de 5 ans, malgré la crise sanitaire, malgré la crise en Ukraine, etc. Donc il y a des choses un peu immuables dans notre société. Des choses qui sont un peu immuables. Donc les rapports de force n'ont pas vraiment changé, mais les blocs à l'intérieur des rapports de force ont changé. La grande incertitude que nous aurons en fait pour le soir du premier tour, c'est d'une part qui sera en tête au premier tour. Est-ce que le président sortant peut vraiment être en tête au premier tour, surtout qu'il est dans la marge d'erreur avec Marine Le Pen. Et la deuxième incertitude, c'est est-ce que Marine Le Pen va véritablement se qualifier. Notamment Benjamin Morel parlait des élections régionales, où on a vu une décrue du vote Le Pen au bénéfice des autres électeurs. Et donc du coup, est-ce que Mélenchon, grâce au vote utile, notamment à l'appel de Christiane Taubira, peut coincer Marine Le Pen dans les derniers jours? Alors avec une limite quand même, c'est-à-dire que les ressources du vote Le Pen et du vote Mélenchon sont un peu les mêmes. D'un côté, comme je le disais, l'abstention, c'est un électorat, ce sont les deux électorats les plus potentiellement abstentionnistes. Et donc, si vous avez une réduction du taux d'abstention, a priori, ça leur profite à tous les deux. Ils se neutralisent, disons. Exactement, c'est-à-dire que Mélenchon, qui montrait en allant puiser des ressources dans l'abstention, eh bien, conduirait également Le Pen à monter. C'est pas tout à fait les mêmes électorats, ils sont pas de la même manière abstentionnistes. Donc, si on vous suit dans cette analyse, c'est pas de nature à renverser la table dans ce qu'on voit là. Assez peu. De même que les électeurs indécis qu'on évoquait tout à l'heure, ces électeurs, on les retrouve beaucoup à gauche, on les retrouve également un peu à droite, mais les ressources ne sont pas tout à fait les mêmes. Je dirais le capital d'indécis dans le vote Mélenchon est aujourd'hui plus faible, tout bêtement, parce que quand vous regardez le score de Yannick Jadot, de Fabien Roussel, d'Anne Hidalgo, eh bien, vous voyez que vous avez des ressources qui sont plus limitées qu'à droite, qui, même si l'électorat Zemmour est beaucoup plus certain de son choix, eh bien, la petite partie aujourd'hui qui est incertaine, eh bien, elle constitue un capital qui est plus important. Donc pour l'instant, à voir, mais malgré tout, on a des choses qui sont à peu près stables. Ce qui est en revanche très incertain, c'est le niveau des candidats. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'abstention, à ce moment-là, vous avez des scores de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon qui mécaniquement devraient tomber. Si vous en avez peu, ils devraient au contraire monter. C'est votre analyse aussi, parce qu'on entend un peu tout et son contraire sur à qui profite ou à qui l'abstention porte-t-elle le plus préjudice. Il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs écoles. Vous avez tendance à être d'accord avec Benjamin ? Plutôt. En fait, ce vote-là qui... Il y a 2 points sur l'abstention. Il y a des seuils d'abstention qui bénéficient à certains candidats ou pas. Par exemple, si vous avez plus de 85% d'abstention, de participation, ça bénéficie plutôt aux partis de gouvernement parce qu'on arrive à un certain seuil. Si on arrive en dessous des 75-70%, ça bénéficie plutôt aux extrêmes. Ce qui pourrait être le cas là, dans les différentes études. C'est plutôt le cas en ce moment. Donc il y a des questions de niveau de seuil en fonction de qui participe. Après, il y a un deuxième point, c'est l'abstention différenciée. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez différentes catégories sociales ou différentes catégories d'âge qui participent plus ou pas. Donc est-ce que les retraités vont participer davantage au scrutin comme c'est habituellement le cas, ou est-ce qu'ils vont moins participer comme ça a été le cas depuis la crise sanitaire et les élections locales, municipales, départementales et régionales. Et en fonction des catégories sociales, si c'est un ouvrier qui vient voter ou si c'est plutôt un CSP+, ça modifie le rapport de force électorale. Alors on va s'intéresser justement à une de ces catégories d'âge, en l'occurrence. On sait que les jeunes, a priori, ne devraient pas se rendre en masse, en tout cas dans une moindre mesure que leurs aînés dans les bureaux de vote dimanche. Je propose de regarder ce reportage consacré à une association qui a fait du porte-à-porte, qui a essayé d'encourager les jeunes à exercer leur devoir citoyen. Le reportage est signé Matin Mazur. Bonsoir, on est l'association à voter. Du dialogue et s'assurer qu'un maximum de personnes soient inscrites sur les listes électorales. On a parlé des... Du porte-à-porte. Est-ce que tu sais si t'es inscrit ? Non. Avec la crainte d'une nouvelle forte abstention chez les jeunes, ce collectif citoyen et indépendant se mobilise pour éveiller les consciences. Des bénévoles qui se heurtent parfois au rejet de la classe politique. J'ai l'impression que souvent les politiciens, ce qu'ils nous vendent, c'est du rêve. Et c'est souvent les mêmes, malheureusement. C'est souvent les mêmes. Et pour moi, c'est des politiciens. Ils sont là pour faire du marketing. Alors que la jeunesse s'engage de plus en plus dans des combats citoyens tels que le climat, la méfiance envers les hommes et femmes politiques se fait toujours sentir. Les politiciens, tout ça, c'est toujours des débats. Et c'est pas des débats construits parce que personne s'écoute en fait. Et ça mène jamais à rien. La situation n'a pas changé. Les politiques sont les mêmes et sont toujours là pour la même chose, à savoir l'argent. Ils se font élire pour nous prendre du fric sur le dos, c'est tout. En 2017, l'abstention chez les jeunes avait atteint un niveau historique.
Chez les moins de 29 ans, moins d'un électeur sur 5 avait voté lors des 2 tours. William Tay, est-ce que les jeunes ont réellement tourné le dos à la politique? Le reportage le montre bien, il y a une espèce de hiatus entre la chose, notamment écologique, la conscience peut-être un peu plus sociale, sociétale, sur les grands sujets de société du moment qui les poussent à militer parfois ou à prendre les devants en se rendant dans la rue, et puis un abandon complet de la politique, une forme de défiance en fait. Il y a plusieurs éléments. Si on parle en fait de savoir, et la question que vous posez, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la politique. Est-ce que la politique, c'est uniquement comme citoyen aller voter, ou est-ce que c'est comme citoyen de pouvoir s'exprimer dans le débat de la cité? Quand vous prenez la deuxième définition, en fait, vous voyez qu'en fait, avec la démocratisation de l'enseignement supérieur et donc du coup avec une politisation qui est renforcée, il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent dans l'action publique, mais souvent plus pour militer, pour porter des causes. C'est plutôt des activistes, en fait, plutôt que des citoyens votants. Alors que dans la deuxième catégorie, quand vous prenez la définition plutôt de citoyen qui va aller voter, ce qu'on voit notamment depuis 20 à 30 ans, c'est qu'on a une baisse de la participation qui est continue, malgré quelques petits sursauts, comme en 2007, et comme aux élections européennes de 2019, vous avez une petite montée. Mais en fait, la question qui se pose essentiellement, c'est le rapport du citoyen avec la démocratie. Ce qu'on voit dans les différentes enquêtes d'opinion, c'est qu'en fait, les Français ne sont plus en accord avec la forme actuelle de la démocratie, qu'elle est plus adaptée au XXIe siècle, dans la mesure où maintenant, vous pouvez être capable de vous exprimer sur les réseaux sociaux ou différemment que sur les moyens d'action qui sont classiques. Et donc, du coup, l'action classique qui s'exprime à travers le vote est dénaturée dans sa nature. Et pourtant, Benjamin, ce n'est que par les urnes aujourd'hui, dans notre fonctionnement de la 5e en France, qu'on peut opérer des changements. Mais même dans la plupart des démocraties occidentales, alors vous pouvez avoir des référendums d'initiative citoyenne, ça existe en Italie, ça existe aux États-Unis, etc. Mais malgré tout, l'élection est quelque chose qui est universel. Même à Athènes, vous aviez des magistrats qui représentaient justement une continuité des pouvoirs publics. Tout le monde n'était pas tiré au sort, etc. Donc il y a la nécessité d'avoir un système électoral. Mais peut-être, en effet, aujourd'hui, celui-ci est en crise. Quand on parle de crise de la représentation, il y a deux aspects. Il y a un aspect crise de la représentativité. Est-ce que celui qui me représente me ressemble ou pas politiquement, etc., etc. Il y a également une crise de l'agir au nom d'eux. Est-ce que vraiment l'action politique qui est menée en mon nom est efficace? Et ça, dans l'ensemble des États occidentaux, la réponse négative à ces deux questions crée une crise profonde de la représentation, auquel les jeunes sont d'autant plus sujets, parce qu'en réalité, comme le disait bien William, eh bien, vous avez une formation qui les conduit à considérer ces problématiques, également parce que tout bêtement, ils n'ont pas des habitudes de vote. Parmi les anciennes générations, eh bien, vous avez voté à X scrutin, et donc l'habitude de vote s'est pris, et même le sentiment d'un devoir de vote. Les sondages qu'on a sur le sentiment de devoir quant à aller voter montrent qu'en réalité, les plus jeunes ne ressentent pas ce devoir. Ils ressentent le droit, mais pas forcément l'aspect devoir, qui est d'ailleurs implicite dans le droit. Donc pour toutes ces raisons-là, vous avez une partie des catégories jeunes qui s'éloignent de la politique. Il faut quand même nuancer, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un effet de seuil vers à peu près 35 ans. En règle générale, vous êtes distant vis-à-vis de la politique jusqu'à 35 ans. L'entrée, peu à peu, dans la vie active conduit à une repolitisation et surtout à la prise d'habitude de vote. Donc il y a une vraie césure, elle est générationnelle, elle n'est pas définitive. Et comme elle est générationnelle et que dans 20 ans ou 30 ans, ce sera eux, les trentenaires et les cadrans, on ne sait pas s'ils changeront de comportement. Peut-être que c'est quelque chose qui restera ancré en eux parce qu'il y aura une désaffection profonde. Est-ce que ça doit nous interroger peut-être sur le fonctionnement à l'avenir de nos institutions telles qu'elles existent aujourd'hui sans parler d'une nouvelle république ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il va y avoir de facto une réforme un jour du système? Je pense qu'il y aura une réforme dans la mesure où en fait la Ve République n'a pas été créée pour encourager les citoyens à aller voter. C'est plutôt la synthèse de la Ve République, et Benjamin Morel qui est constitutionnaliste me contrera pas, c'est la synthèse entre la monarchie et la République, et qui donne en fait en synthèse un chef de l'exécutif fort capable d'agir pendant les crises. Et on a vu notamment que le président de la République, quel qu'il soit, qu'apporte le quinquennat, est capable d'agir efficacement sans avoir l'avis du Parlement pour décider de telle ou telle action. Et donc du coup, c'est ça l'objectif de la Ve République. L'objectif n'est pas d'encourager les citoyens à la participation. La différence maintenant qu'on a, c'est qu'en fait, il faut différencier, et c'est le débat qui a été porté notamment par Gérard Larcher, entre la légitimité de position et la légitimité d'action. Ce n'est pas parce que vous êtes élu président de la République ou vous êtes élu député, etc., vous avez une légitimité en fait à agir. Et la participation et l'encouragement à aller au vote doivent en fait vous asseoir votre légitimité à pouvoir agir. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis les différents quinquennats, et c'est avec la baisse de la participation, nous avons des crises de plus en plus rapidement parce qu'en fait, le politique n'a pas une assise électorale assez forte. Je prends une différence notamment. Le général de Gaulle, quand il est élu, il fait 45%. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 45% des Français avec un niveau de participation à 90%.
85-90% qui soutiennent son action. Donc c'est pour ça qu'il est capable d'agir efficacement. Quand vous êtes élu avec 15-20% du corps électoral, donc en suffrage des exprimés, vous n'avez pas la capacité d'agir concrètement, vous n'êtes pas capable d'entraîner la population derrière vous et derrière votre action politique. Et on vous fait systématiquement des procès en légitimité électorale aussi. Oui, et au bout de quelques mois, en règle générale, vous êtes impopulaire et vous avez toutes les difficultés possibles pour gouverner. Mais malgré tout, vous avez encore tous les pouvoirs, ce qui pose très rapidement un delta en termes de légitimité. Et ce qui a entraîné de nombreuses cohabitations dans la 5e. Pas au début de la 5e, mais plutôt sur le tard d'ailleurs. C'est ça. On a vu cette déperdition du vote vraiment d'adhésion à une personnalité. Bon voilà, on s'est un peu interrogé sur le fonctionnement de nos institutions. On va marquer une courte pause avec Mathieu Rio pour le Flash Info et puis on revient pour parler encore un peu de politique. Allez. À Boutcha, en Ukraine, les habitants essayent de connaître le sort de leurs proches dont ils sont sans nouvelles après l'horreur et la découverte de massacres imputés à l'armée russe. Certains savent déjà ce qui arrivait à leurs amis, à leurs voisins, à leurs collègues. D'autres redoutent le pire. Selon la procureure générale d'Ukraine, 410 corps de civils avaient été retrouvés dans la ville. Plus loin, au nord-est de l'Ukraine, la région de Soumy est libérée des forces russes, annonce ce matin du gouverneur local. Selon lui, la zone n'est pas encore sûre. Des opérations de déminage sont en cours. Avec ce départ, l'armée russe a désormais totalement évacué le nord de l'Ukraine pour se repositionner vers l'est, dans le Donbass. Et justement, de son côté, la Russie a reconnu des pertes importantes au sein de son armée en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin lors d'une interview à la chaîne britannique Sky News. Il n'a pas quantifié ces pertes, mais a précisé que c'était, je cite, une immense tragédie. Merci Mathieu, on vous retrouve un petit peu plus tard. Benjamin Morel, comment avez-vous trouvé, puisqu'elle touche à sa fin cette campagne à minuit, vous savez on ne pourra plus parler politique, en tout cas dans les grandes lignes on pourra parler participation tout au long du week-end, mais pas d'idées à proprement parler. Comment avez-vous trouvé cette campagne, cette campagne dont on dit qu'elle a été tellement différente des autres, parce que tronquée sur le plan des programmes. Enfin, ça, c'est ceux qui n'ont peut-être pas eu assez voix au chapitre qui ont dit ça. Est-ce que c'est vrai que ça a été une fausse campagne ? Une fausse campagne, non. Il y a malgré tout une campagne, si vous voulez. Mais cette campagne, malgré tout, a eu des points de fragilité. On a eu une pré-campagne qui a été complètement captée par la thématique Covid et on a eu une campagne réellement qui a été captée par la thématique ukrainienne. Il faut bien comprendre en quoi, du coup, ça pose problème du point de vue de la structuration du champ politique. Parce que lorsque vous voulez avoir une campagne qui parle à l'ensemble de la population, il vous faut un sujet clivant. Or, vous clivez difficilement sur la Covid. Oui. Vous pouvez difficilement dire « oui, en fait, la Covid n'existe pas » ou etc. En réalité, vous aviez une majeure partie des électeurs qui étaient quand même d'accord sur les grandes lignes concernant cette crise. Et idem pour l'Ukraine. Idem pour l'Ukraine. Et pour l'opposition, c'est un enfer, parce que comment cliver sur le sujet ukrainien ? Et donc, à partir de là, vous avez une opposition qui tente malgré tout de se saisir de sujets, de les imposer dans le champ politique, mais qui a du mal à le faire. Et du coup, pour l'opinion, s'intéresser à cette campagne, avoir en fait devant elle un choix de société, c'est extrêmement compliqué. Si vous n'avez pas de choix de société devant vous, vous n'avez pas envie de vous politiser, vous n'avez pas envie de vous intéresser. Et donc vous avez un mouvement qui est un mouvement de mise en retrait vis-à-vis de cette campagne. On voit qu'aujourd'hui, des problématiques qui commencent à poindre, pouvoir d'achat, etc., conduisent à une hausse a priori de la participation, en tout cas une hausse de l'intérêt vis-à-vis de cette campagne. Mais bien et tardive. ces thématiques arrivent très très tardivement, d'où cette campagne singulière. Vous souscrivez sur la tonalité générale, disons, de la campagne ? Oui, je suis d'accord avec Benjamin Morel, mais j'ajouterai plusieurs éléments. Premier point, c'est un sondage que vous avez publié sur OpinionWay qui disait que 73% des Français disaient que les candidats ne répondaient pas aux aspirations réelles et aux préoccupations réelles des Français. 77% des Français disaient que les candidats n'arrivaient pas à décrire une vision du monde ou une vision de la France, notamment pour l'après-crise et pour les 5 ans à venir. Je pense que c'est là la principale difficulté que nous avons vécue pendant cette campagne, c'est qu'habituellement, vous avez deux visions du monde qui s'opposent, avec une vision plutôt de gauche et une vision plutôt de droite. L'apparition d'un nouveau clivage politique depuis 2017 a conduit en fait à l'émergence d'un nouveau clivage, mais non pas à deux nouvelles offres politiques capables de décrire deux nouvelles visions du monde. Et je pense que c'est là le principal mal français de cette élection présidentielle, c'est-à-dire qu'on va élire un président ou une présidente de la République qui ne sera pas en capacité d'agir dans la mesure où il ou elle n'a pas décrit une vision du monde assez large, capable d'entraîner les Français, capable de porter les différents enjeux. Parce qu'il y a deux points qui sont essentiels. Le premier point, c'est dans quel monde et dans quelle France nous allons vivre dans le monde d'après-crise et notamment d'après-Covid. La crise du Covid a bousculé profondément nos rapports sociaux, nos rapports à la démocratie, les certitudes économiques. Et la crise en Ukraine a démontré que nous vivons une nouvelle ère géopolitique qui est marquée d'une part par le conflit entre la Chine et les États-Unis et que l'Europe est déclassée
au sein de ce nouveau contexte géopolitique. Et au sein de l'Europe, la France n'a plus voix au chapitre. Et c'est les deux questions qui sont essentielles. C'est comment on fait pour construire une nouvelle France du XXIe siècle et comment la France peut rayonner à nouveau dans le monde dans le XXIe siècle. Mais ça, ce sont des questions qu'on se pose, et notamment avec nos invités, sur la recomposition des blocs un peu. Oui, Enfin, les Français peut-être n'ont pas eu assez, ce débat n'a pas été assez alimenté à leurs yeux, mais c'est quand même quelque chose qui est déjà là sur la table, quand même, l'avenir de... Moi, je pense que les candidats ont eu une difficulté qui était essentielle, c'est qu'à partir du moment où, comme Benjamin Morel l'a rappelé, sur les grands sujets, il y a eu une sorte de consensus sur la crise ukrainienne et sur la crise Covid, ils ont pu se démarquer par des mesures qui sont plutôt technocratiques, en disant on va baisser ou augmenter tel point de CSG, de TVA ou de tel impôt de société. Oui. Mais ça ne décrit pas en fait une nouvelle vision du monde. Oui. Quel est notre nouveau modèle économique? Quelle est notre vision européenne? Moi, je trouve qu'on n'a pas parlé d'Europe, alors que l'Europe est un élément essentiel. On l'a vu dans la crise ukrainienne. On n'a pas parlé notamment de comment est-ce que la France doit jouer entre la Chine et les États-Unis, qui est le conflit géopolitique global du XXIe siècle. Est-ce qu'on reste avec les États-Unis? Est-ce qu'on se tourne vers une position plus équilibrée, notamment en discutant avec la Chine, comme le faisait à l'époque le général de Gaulle? C'est des questions qui sont essentielles et qui vont déterminer l'avenir des Français, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. On a été un peu trop dans le, pour prendre un terme anglo-saxon, micromanagement, c'est-à-dire l'immédiateté de propositions de mesures pour parer à cette crise énergétique et alimentaire aussi. Probablement, je suis d'accord sur le fond. Après, on n'a jamais réellement, dans une élection présidentielle, confronté ces visions du monde. Souvenez-vous, 2017, les costumes de François Fillon. Ouais. Même avant 2012-2007, en réalité, on était dans des campagnes qui se basaient à la fois sur une incarnation et quelques propositions chocs ou quelques slogans, gagner plus, travailler plus pour gagner plus, etc. Et là on avait l'occasion de le faire. Les visions du monde n'étaient pas évidentes. Mais en effet, il y avait un moment, parce que d'un côté, vous aviez cette situation géopolitique. Ensuite, si vous voulez, pourquoi est-ce que ça posait moins de problèmes jadis également? Bien parce que ces visions du monde, elles étaient quelque peu sous-jacentes. Parce que vous aviez une structuration du paysage politique, avec des identités politiques qui étaient beaucoup plus développées. Qu'est-ce qui s'est produit ces dernières années? Eh bien, vous avez une désaffiliation politique, avec une grande partie de l'opinion qui ne sait plus exactement ce que signifie la droite, ce que signifie la gauche, etc. Il y a des visions du monde qui s'opposent dans cette campagne. On est quand même le seul pays d'Occident qui se paye le luxe d'avoir plusieurs nuances de trotskisme à chaque élection présidentielle et de pouvoir arbitrer ces débats-là. C'est-à-dire qu'il y a une palette de choix démocratiques à chaque élection présidentielle qui est très importante. Mais en réalité, la lisibilité de cette palette et donc la capacité des Français à faire un choix en conscience au regard d'un paysage qui leur apparaît lisible est d'autant moins importante que vous avez cette désaffiliation et que les candidats ont cette fois-ci un taux de notoriété moindre que jadis. Une dernière question que j'aimerais vous soumettre, et je la pose d'autant plus volontiers et sereinement que vous n'êtes sondeur ni l'un ni l'autre. On a vu une profusion de sondages. Enfin, je veux dire, pas un jour sans qu'on ait un sondage. D'autant que cette année, la grande mode, c'était le rolling, c'est-à-dire l'instantané, chaque jour une évolution au plus près des préoccupations des intéressés, enfin des personnes interrogées. Est-ce que trop de sondages tue le sondage et tue le propos à la fin ? Je trouve que le rolling est une mesure intéressante pour les politologues, mais n'est pas une mesure intéressante pour les Français, dans la mesure où, en fait, vous n'avez pas de différence marquante d'un jour à l'autre. Ça se joue entre plus 1, moins 1 ou plus 0,5, moins 0,5. Alors que ce qui est intéressant dans une campagne électorale, c'est de mesurer une dynamique, en fait. Oui. Et notamment, en fait, lorsque vous prenez un sondage qui est plutôt hebdomadaire, voire mensuel, vous êtes capable de voir la montée de tel ou la baisse, notamment de tel ou tel candidat. Alors que quand vous avez tous les jours un élément plus 0,5, plus 0,5, ça crée une difficulté, d'une part, pour les Français, pour se positionner, pour savoir qui a la plus belle dynamique. Ensuite, pour moi, ça crée une deuxième difficulté, c'est qu'en fait, les états-majors de chaque candidat regardent et surinterprètent la baisse de plus 0,5, moins 0,5. Benjamin Morel ne me contredira pas. En fait, quand on est à plus 0,5 ou à moins 0,5, c'est qu'on reste dans la marge d'erreur et donc, du coup, ça n'a aucune signification politique. Et les états-majors ont été conduits, notamment lorsqu'on regardait les articles de presse portant sur chaque candidat, à surinterpréter la hausse ou la montée. Oui, puis chacun va piocher dans le sondage qui l'intéresse aussi le plus. Chacun prend le sondage qui l'intéresse sans prendre de véritables mesures et ça ne permet pas une véritable interaction que permet normalement un sondage entre analyser en fait ce que c'est que les Français et ce qu'ils pensent notamment de votre campagne avec les positions de tel ou tel candidat dans un temps au moins à moyen terme et qui ne soit pas uniquement quotidien. Allez, un dernier regard là-dessus. Est-ce que ça ne crée pas même un peu de lassitude chez les Français à force d'en découvrir, genre tous les matins? Ah oui, bon, ok. Encore un sondage. Oui, en partie. Puis ça crée surtout une forme de déviation des sujets. C'est-à-dire qu'on commente les dynamiques, on commente qui peut l'emporter, etc. Et du coup, par rapport aux sujets qu'on évoquait tout à l'heure, ces sujets sont parfois un peu invisibilisés. Ouais. Or, l'intérêt quand même d'une élection, c'est pas de choisir le candidat qui apparemment a la meilleure courbe sondagière. L'important, c'est de choisir une politique. Et donc, c'est vrai que pour le coup, à mon avis, trop de sondages ne tuent pas le sondage par définition, mais trop de sondages fragilisent l'élection.
50 secondes, les retraites, ça aurait pu être un sujet prépondérant. On a l'impression que c'est passé un peu à la trappe. Alors oui et non, c'est-à-dire que malgré tout, quand vous regardez vraiment 20 aujourd'hui secondes. l'état de l'électorat de gauche, ça peut être un enjeu du second tour. D'accord, pareil. Ouais. On peut s'attendre à ce que Ça la va être le retraite fasse clivage la du second différence tour, à un ouais. moment. Eh bien, on verra si vos prédictions sont avérées d'ici quelques jours. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir rejoints et d'avoir joué le jeu de l'analyse, du décryptage des sondages notamment. On se retrouve dans quelques instants pour un JT à 16h.